Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Yo et Max. On est content de vous retrouver pour du Eden Zero, ça fait longtemps. On est désolé pour ce petit contretemps. On voulait couvrir les épisodes 13, 14 au bon moment, mais malheureusement il y a eu des aléas. Du coup on fait épisode 13, 14 et 15, sachant qu'on les fait un par un. Donc si vous n'avez pas vu le 15, c'est l'occasion de quand même regarder le début de la vidéo si vous voulez. Et vous arrêterez, vous mettrez pause et vous irez voir l'épisode 15. Du coup on est parti pour l'histoire de l'épisode 13 qui couvre quand même 3 chapitres, 30, 31 et 32. Ouais, on a du coup dans cet épisode la réapparition de Xiaomei qui tease en mode attention, là maintenant ça va être sombre. Vous étiez dans un truc de gosse, là maintenant je suis désolé, mais si c'est violent, c'est pas de ma faute. Et on va vite s'apercevoir qu'effectivement on va arriver dans ce nouvel arc Digitalis et effectivement on n'est plus là pour rigoler. Ça va s'assombrir, on va arriver sur des choses beaucoup plus sombres, avec notamment un certain Jamirov qui va arriver à la fin, vous allez voir, c'est pas un personnage qui est là pour enfiler des perles, et c'est super sympa, parce que dans cet épisode, du coup, on apprend ce qu'est le dive, on apprend pourquoi Armit est dans cet état-là, et ce qu'il va falloir faire, et ce pourquoi, on va aller dans le Digitalis d'ailleurs. Et puis c'est marrant parce qu'en fait du coup ils sont endormis, voilà, c'est une sorte de VR hein, finalement, mais ils sont voilà dans un capuchon, un dive, mais on nous dit surtout attention, vous allez être transporté dans ce jeu virtuel, mais tout ce qui arrive à l'intérieur, vous le subissez en vrai. Donc si t'es mort dans le jeu, t'es mort en vrai potentiellement. Donc c'est compliqué. Voilà. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie dans un autre univers en fait. C'est comme si tu transférais ton esprit finalement, mais ouais. Ce qui t'arrive quand même en vrai. Donc ça c'est hard, puisque on verra avec Jamirov qu'il va se passer des trucs. Là dans cet épisode 13, il y avait du coup le transfert sur Digitalis et la transposition un peu dans des avatars pour chacun des membres de l'équipage. Ce qui était assez marrant, hein, ça a permis de découvrir ce qu'on pensait être... Enfin, ça a permis de découvrir Homura. On en reparle après. Ça a permis de découvrir Homura qui fait un peu n'importe quoi. Ça a permis de découvrir Wise qui fait aussi un peu n'importe quoi, il faut le dire. Les deux sont travestis, vous avez remarqué, c'est les deux personnages qui ont changé de sexe. Bon, Rebecca fidèle à elle-même hein, plutôt. Shiki, alors lui il fait n'importe quoi aussi. En gros, mastoc, etc. Et ça a permis aussi au manga, donc Mashima, et également à l'anime, de faire des petits caméos. On a notamment celui d'Ichiya de Fairy Tail, lorsque Shiki teste divers avatars avant de choisir le définitif. Et puis finalement, lui aussi, il changera une nouvelle fois d'avatar. Mais surtout, l'avatar qui, je pense, a le plus d'importance scénaristiquement, ça a l'air d'être celui de Pino. Puisque pour elle, avoir pris cet avatar a une incidence, en fait. C'est-à-dire pour les autres, non. Pour les autres, on a les blagues. Donc avec Shiki, on a les blagues avec Homura. Et avec Wise, on a les moments pervers. Mais avec Pino, on sent, et surtout dans les épisodes dont on va parler après, que ça a une incidence quand même sur son psyché, sur ce qu'elle veut. Ouais, c'est ça. C'est pas anodin pour elle d'avoir choisi l'apparence d'une humaine, comme on peut le voir. Et en plus, personnellement, j'aime beaucoup son chara design. Donc, ouais, il est mignon. Hein. Il est mignon son chara design. Et je pensais, on peut peut-être parler rapidement de ça, même si ça concerne plutôt la bande-son, que sa voix allait du coup trancher beaucoup. Hein. Parce que c'est vrai qu'elle a une voix spéciale quand même, Pino. Ouais. La voix de Nanachi dans Made in Abyss. Mais on s'y habitue vite. Sous sa forme ça finit par coller. J'ai pas vraiment noté de désaccord entre les deux. Et du coup, pour terminer sur cet épisode 13, parce que sinon on va faire 150 ans dessus, Jamirov arrive en fin d'épisode et on apprend que ce gars-là, donc déjà il apparaît de manière extrêmement sombre, il peut tuer les PNJ, donc les personnages non jouables, sans être ban. Donc il est au-dessus du game, et du coup, c'est ouf, ça. On est sur un suspense, qu'est-ce qu'il veut ce mec, de quoi est-il responsable, et on passe du coup à l'épisode 14, qui concentre les chapitres 33, 34 et 35, ainsi que le tout début du 36, avec l'arrivée de Homura, dont on va parler dans quelques instants. On apprend du coup un peu du passé aussi de certains personnages, notamment le fait que Armit a connu Shiki bébé, voilà, c'est super intéressant de le savoir, elle a connu aussi Mosco, donc ça renforce, je trouve aussi, le lien et le fait qu'effectivement c'était bien une des 4 étoiles et qu'elle est nécessaire aujourd'hui au scénario. Tu sens que tu peux pas faire l'impasse, même si elle dit non, vas-y, faites votre vie, laissez-moi tranquille, laissez-moi sur ma colline et tutti quanti. Tu peux pas faire l'impasse sur Armit. Donc tu sens que tout ce qui se passe là à Digitalis va et doit avoir une importance capitale au fait de récupérer Armit
psychologiquement. Parce que Et c'est surtout ça en fait, elle est perdue psychologiquement. Je suis d'accord avec ça et je suis content d'ailleurs qu'on développe un arc à partir de ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à ce que on rencontre une des 4 étoiles. D'accord, bon, on l'intègre à l'équipage, ça fait pas d'arc, tu vois. L'arc il va être développé autour d'autre chose. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le scénario inversé de Sister, c'est-à-dire que Sister, on a l'arc qui lance le truc et Sister est dedans. Armid, c'est Armid qui lance l'arc en fait. Ouais. Et l'arc ne concerne pas que Armid, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on a aussi du coup la trahison de Romula. On se dit mais quoi ? C'est-à-dire que depuis plusieurs épisodes, là on la suivait, elle avait presque intégré l'équipage en quelque sorte et tout. On s'était attaché au personnage. Et elle rejoint un gars qui s'appelle Jesse, donc qui a l'air d'être son frère en tout cas. Et elle est en infiltration du coup au sein de l'équipage et là on est perdu dans cet épisode à ce moment-là. On se dit mais quoi on s'en trahit en fait. Et à la fin d'épisode elle va même jusqu'à tirer sur une petite fille. Donc on est dans une ambiance totalement MMORPG, donc t'as tous les PNJ, etc. T'as le troll qui était intervenu, qui est marrant ce gars-là, Shino-chan, parce que je sais plus comment il s'appelle, elle l'appelle Shino-chan la petite, et qui fait son petit sacrifice en mode Piccolo qui protège Gohan. Ouais, l'intervention de Shiki, et là, en toute fin d'épisode, alors là, on comprend plus rien. J'ai eu des frissons de malade sur l'intervention de Romula, parce que c'est vrai que quelqu'un qui découvre avec l'animé, il se dit, voilà. Pourquoi il y en a 2 ? T'es perdu, tu vois. Là, t'es perdu, tu comprends pas, tu te dis bah attends, Romula c'est pas elle, mais alors pourquoi elle est là ? Et là t'as tout, tu te dis mais attends, alors ce serait peut-être pas elle en fait, mais si c'est elle, ou alors... mais c'est quoi le délire ? En fait tu finis cet épisode sur ça, tu te dis putain c'est fini. Et là, effectivement, ça nous fait un lien parfait avec l'épisode 15, puisque dans cet épisode on va revenir dès le début de cet épisode qui couvre du coup les chapitres 36, 37, 38 et la moitié du 39, donc vous voyez, il y a rien qui a été loupé entre le 13 et le 15, ça qui est top. C'est que dès le début, on nous dévoile du coup cette Romula qui arrive et on apprend qui elle est, pourquoi, comment, et en fait on nous dit, en fait moi je suis arrivé, j'étais en zonzon et j'ai pas compris, donc il m'a fallu un jour pour sortir, il m'a fallu un jour pour apprendre où j'étais et arriver ici, et on apprend que du coup, celle qui se faisait passer du coup pour Romula est en fait une espionne Amila du GIA, CIA quoi. GIA, ouais c'est ça, c'est inspiré de la CIA. Ouais, très clairement, et qui en fait en a contre Drakenjo. Voilà, elle veut à tout prix trouver Drakenjo. On nous réinsiste encore sur l'importance qu'a ce Drakenjo, que c'est vraiment le FDP du Cosmos Sakura. Voilà, il faut l'arrêter. On l'avait déjà eu là juste il y a peu avec Jamirov, qui justement, on semble, tu dis c'est un méchant. Il y a une réunion apparemment avec Drakenjo, donc tu sens qu'il pilote un peu ce qui est un peu mauvais. Là, on réinsiste dessus. Donc on vous l'a dit, retenez bien le nom de Drakenjo, ça va avoir son importance. J'ai aimé en fait ce côté thriller, chacun cherche son dos et tout. Ça c'était vraiment bien, j'ai trouvé que c'était bien rythmé. C'est ça, ça enchaîne en fait, t'as l'impression que l'arc introduit des trucs pour après. Ouais. On te parle de Drakenjo mais on te le montre pas. On dit lui il est rapport avec Drakenjo, Jamirov, elle infiltre, elle veut être au plus près de Drakenjo pour savoir ce qui se trame parce que c'est une espionne, C'est vraiment un peu comme une, je sais pas la CIA, donc c'est service de renseignement. Et puis tu te dis bon, on va voir Drakenjo à un moment donné, j'imagine, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas que le développement avec Armid qui est hyper intéressant et qui n'est pas terminé. Vous allez voir avec l'épisode de la semaine prochaine. C'est du liant parfait. Ouais, tout est bien mis en avant et en plus de ça on te met en avant les personnages suffisamment bien dans leur domaine, c'est-à-dire que Jamilov, on apprend que finalement c'est un mec qui s'appelle Spider, donc c'est un gros geek avec des lunettes en croix, avec un gros nez et des cheveux gras qui est très fort en hacking, et on découvre du coup que Armid est un peu son opposé finalement, et c'est elle qui permet de lutter contre ce Jamirov, en tout cas sur la planète Digitalis, puisqu'elle hack également Shiki et lui permet dans un premier temps de renverser la tendance. Au final, Shiki sauve la ville puisqu'il est plus fort que Jamilov, vu qu'elle a enlevé l'invincibilité de Jamilov, Armid. Et finalement, à la fin de l'épisode, elle se réveille dans l'Eden Zero. Et là où tu t'attends à ce que elle rejoigne finalement les 4 étoiles et tout se résolve, puisqu'il y a eu quand même une fin positive sur Digitalis, eh bien non. Et ça c'est pas mal aussi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas changé pour autant. Voilà, vous avez fait des trucs bien, c'est cool, ok, vous l'avez fait sortir un peu de son confort, elle a fait un peu de hacking, elle s'est retrouvée. Mais voilà, les choses sont pas si faciles. Voilà, il y a vraiment une blessure profonde qui fait que on va pas la récupérer comme ça, et même les étoiles en présence dans le vaisseau constatent, tu vois, putain, elle est vraiment ailleurs, elle est vraiment dans son truc, il y a quelque chose qui s'est mal passé,
Et au moment où justement on veut intervenir et que Shki dit bah c'est bien, je vais aller intervenir, je vais aller lui parler, c'est ça qui est bien vu que maintenant elle est dans le vaisseau. Et bah bim, on a l'intervention de celui que tu as nommé tout à l'heure, Spider, en mode j'ai piraté Visto et tout, moi, j'ai contrôle et tout. Bah attends, vu que tu parles de Spider Jamirov, je te propose de passer à la bande son et de parler de sa voix. Puisque clairement, Tatsumaru Tachibana, donc qui fait la voix de Jamirov, hein, c'était Jin Mori dans God of High School ou encore Yutaka Kashio dans World Trigger. Et ben le gars, il nous sort la voix qu'on avait imaginée quand on avait lu les chapitres en fait. Incroyable, incroyable. Mais c'est ça, c'est-à-dire que quand on lisait, c'est pour ça qu'on vous dit venez avec nous, mettez-vous à jour sur le manga, venez avec nous, participez au live et tout, parce que on fait des voix, voilà, on essaye de leur donner une vie, d'apparence, voilà, c'est ça. Putain, mais c'est un fou, Tatsumaru, il est arrivé, je l'ai entendu parler, péter une barre en mode... en mode vraiment gros méchant, j'ai surkiffé, mais vraiment, hein, c'était mon coup de cœur vocal de ces 3 épisodes. J'ai trouvé qu'il était le personnage. Je n'ai rien à dire. C'était incroyable. C'est vraiment, je suis content que tu le soulignes parce que j'ai kiffé. Dès son apparition fin de l'épisode 13, j'ai fait oh là là, lui il va me faire kiffer, je le sens d'avance. Bah, un autre personnage que j'ai kiffé, Kanon Takao, la seiyuu d'Armit, réussit un très bon travail. Elle fait Aku dans Demon Lord, Tasuku Odaira dans Usakame et Yuri dans Yama no Susume, des animés que je connais pas du tout. Mais si vous connaissez, au moins vous avez un aperçu. J'avais une attente. Forcément, parce que c'est un personnage un peu complexe, vous l'avez réalisé j'imagine avec ces 3 épisodes, surtout avec le dernier, et je trouve, notamment sur l'épisode 15, qu'elle remplit parfaitement son rôle en fait, et que la voix, j'aime déjà sa voix en fait. La voix, je trouve qu'elle est parfaite pour le personnage. On aurait pu mal tomber, mais pour l'instant je trouve que les personnages d'Eden Zero... niveau voix, c'est réussi. Amira Megumi Sato, donc c'était une seiyuu qui a déjà joué dans Fairy Tail. Hein. Elle fait Caitlyn dans Fairy Tail Cry Dragon, ou encore Briar dans la série. Et c'est aussi la voix de Deden, le Pokémon dans la série Pokémon. La voix convient, elle fait un peu, je vais employer un gros mot, je suis désolé, mais elle fait un peu connasse. Ouais, c'est ça en fait, c'est provocatrice, connasse, je manipule et je tue comme je veux, je m'en fous, sans foi ni loi, ça colle en fait. Donc pour ça, moi j'ai bien aimé, parce que ça colle au personnage. Donc une nana comme ça dans la vraie vie, t'as envie de lui mettre des claques, voilà. Mais pour le personnage, c'est juste parfait. Bah, c'est en adéquation. Donc de belles surprises, hein, clairement sur la bande son. Et il n'y a même pas que les voix. Hein, il y a les musiques, les musiques sont réussies. Et j'avais une inquiétude, tu vois, le thème un peu de Rebecca est revenu à un moment donné dans les épisodes. Mais il m'a pas gêné. C'était le thème, vous savez, quand elle va flinguer Yiga. Et là il est revenu, il me semble aussi quand Armit cheat le game là. Et j'ai trouvé que ça convenait. J'ai trouvé que ça convenait, et j'ai aussi été marqué par la présence de thèmes plus sombres. Ça j'ai bien aimé, notamment avec Jamirov. Je trouve que c'était là où il fallait sortir et ils étaient là. À tel point que tu vois, si j'ai un bémol à donner, encore une fois c'est le même, c'est que on était sur quelque chose de très sombre, c'était très noir, j'étais sous pression. Et Shki, il est intervenu et ils ont sorti le chant celtique. Je te promets sur ma vie, je me suis dit, putain, le thème isolé est top. Mais à ce moment-là, ça m'a sorti en fait de cette torpeur en fait. T'es pas bien, tu vois, c'est viscéral, c'est sombre. Jamirov, tu sais pas qui il est et tout, il fait du sale. Shki, il est pas bien, t'es en mode, vas-y s'il te plaît, Shki, fais un truc. Et là, ça fait. Je dis non, c'est pas assez sombre en fait. Et il y a eu à un moment donné un truc un peu plus symphonique où ils ont repris les notes du thème de Shki, un peu comme je l'avais devancé, et c'est mieux passé. Mais j'ai un peu de mal, je l'avais dit, dans des moments sombres comme ça, voilà, ça me décroche un peu, mais... d'autant plus que pour parler de l'animation et de la réalisation, on est totalement là-dedans. Je trouve que le côté sombre a été très bien réalisé. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit fait différemment, que ce soit trop clair, pas assez... tu sens pas le danger, tout ça. Je trouve que c'est extrêmement fidèle au manga, en plus d'être réussi. Malgré tout, niveau animation et réalisation, il y a quand même des trucs surprenants. Les épisodes sont inégaux, malgré le fait que tu prends les 3 épisodes, tu te dis ah putain, l'arc Digitalis, cool, c'est ça. Débute bien. Malgré tout, tu prends l'épisode 14 de manière isolée, j'ai remarqué quand même une particularité. Le réalisateur, ça doit être... alors j'ai pas été jusqu'à vérifier, parce qu'on est très pris par le temps, si c'était sa patte ou quoi, mais il était à fond sur le fanservice. Alors sur l'épisode 14, il nous a sorti des plans boobs et des plans jambes à tous les 2-3 plans.
Je me suis dit, ah d'accord, ok. Ouais, lui, il kiffe. Ok. Lui, il était dessus. Alors que tu vois, sur un peu l'ensemble d'Eden Zero, on a l'impression que ça, ils le mettent un peu de côté. Je suis totalement d'accord, c'est exact. Je regardais le 14 à un moment donné, je me suis dit, ouais, bon, c'est bon, là, on est dans un truc sombre, le gars, il nous fait un plan sur les boobs. Oui, tu sais que c'est la patte machimesque, donc t'acceptes, mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'était nécessaire que là, il y ait ça? J'étais pas sûr. Non, pas nécessaire. L'épisode 15, il l'est beaucoup moins. Il y a 2-3 trucs, mais il l'est beaucoup même moins. Pas puis du à un moment tout. donné, quand elle est en maillot de bain, Rebecca, qui a fait bon, tu vas me gérer ça aussi, Armite, hein, parce qu'elle lui dit, oh, je gère pas ça, c'est ton problème. Mais ça passe, tu vois. Là, c'est du. Mais c'est dans le manga. C'est du gag, voilà. Là, c'est dans le manga. Dans l'épisode 14, il rajoutait. Il prenait des plans et puis il y avait des plans boobs. Voilà, des donc plans... j'ai pas trop kiffé ces rajouts, mais en tout cas, voilà, l'ambiance générale dans l'animation, la réalisation, les couleurs sombres, froides, tout était utilisé pour vraiment retranscrire ce qu'on a vécu, parce que nous on l'a vécu comme quelque chose de très sombre à l'époque. Et pareil que toi, j'avais une attente, je me suis dit, il y a intérêt à ce que ce soit une ambiance Halloween Beast, tu vois ce que je veux dire? Limite, c'est très sombre, quoi. C'est du thriller bark de One Piece. Faut qu'on ait mal au ventre en regardant le truc. C'était génial. Les pleurs et tout, même jouer sur les émotions des PNJ, etc. Ah, j'ai bien aimé, c'était top et l'animation a bien servi le game. Donc, on va parler des changements rapidement, puisque comme il y avait 3 épisodes, donc 9 chapitres à couvrir, j'ai dû aller vite. J'ai remarqué surtout les changements par rapport à l'épisode 15 en fait, hein. C'est-à-dire que sur les 2 épisodes d'avant, ils sont plutôt fidèles au manga, bon à part les rajouts, plan boobs et tout ça. On a le plan fesse de Homura, cette fois qui est dans le manga, qui était enlevé dans l'épisode 15 au moment de sa chute, quand Amira lui tire dessus. Je sais pas pourquoi, c'était enlevé, mais voilà. C'est-à-dire, on passe de l'épisode 14, le gars qui est à fond sur le fanservice, à l'épisode 15, le gars qui veut pas du tout de fanservice. T'sais. Ensuite, on a un visage plus défini pour Amira quand elle sort de son dive. J'ai l'impression que dans le manga, c'était un peu nébuleux. Est-ce que c'est un vrai visage? Est-ce que c'était un masque? On sait pas. Mais dans l'anime, il est beaucoup plus défini. On voit des marques noires. On se dit, oula, c'est quoi ce visage qui fait peur? Ensuite, quand Armite chute, après être sortie elle aussi de son dive, dans le chapitre 39, elle tombe de façon mignonne, la tête la première en fait. Pour préciser que elle n'a pas utilisé ses jambes. Ses vraies jambes depuis un moment, donc forcément tenir debout c'est un peu compliqué, c'est comme les gens qui reviennent de l'espace. Dans l'animé, j'ai pas compris le choix d'adaptation, hein. Elle tombe bêtement le cul en buse, voilà. C'est les seules différences que j'ai vraiment notées sur cet épisode 15. Conclusion du coup sur ces 3 épisodes d'Eden Zero. Conclusion, je pense qu'on a vibré, on a frissonné, que ce soit musicalement, que ce soit visuellement, avec l'introduction de nouveaux personnages qui ont et qui vont avoir leur importance. Je pense que le suspense était à son comble, avec des grosses surprises entre ce que Shiki va faire, va pas faire, Homura, traîtresse, en fait non, en fait Armite elle revient, en fait Armite elle revient plus. Voilà, beaucoup de tensions. Jamirov on a fini, mais Jamirov il revient, il fout le bordel. Qui est Drakenjo. Voilà, 3 épisodes, mais super riches, je trouve, en émotions diverses et variées, ce qui a rendu le spectacle très agréable, et je trouve, et ça c'est mon avis très personnel, que cette arc Digitalis peut vraiment transformer des viewers, on va dire anecdotiques ou classiques d'Eden Zero, en des viewers un peu plus fans ou... Casual, c'est le mot que tu cherchais. Ouais, casual, voilà, en des viewers beaucoup plus à fond, en mode putain Eden Zero, ça dégomme. Je sais pas, je trouve qu'il y a une fracture positive qui t'enfonce encore plus dans cette œuvre qui est Eden Zero. Donc, je suis d'accord, parce que pour moi l'arc Digitalis c'est l'arc le plus fort pour le moment par rapport aux arcs qu'on a vus en animé. Clairement. Et c'est à partir de cet arc là où j'ai vraiment kiffé de ouf Eden Zero en manga. C'est-à-dire qu'avant j'aimais bien, et à partir de Digitalis j'ai kiffé de ouf, parce que c'est pas fini Digitalis, je vous le dis. Même si on n'est plus sur la planète, il y a encore des trucs à venir, et puis ceux qui aiment Homura, ils ont été déçus, ils ont fait les montagnes russes, hein. Et ils ont eu ensuite des frissons comme jamais. J'ai kiffé son arrivée, j'ai kiffé son rôle aussi dans les différents épisodes. Également les nouveaux personnages qui sont présentés sont géniaux, je trouve, pour le moment. Donc on verra, on a hâte, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 16 du coup. 16 déjà, ouais, abonnez-vous. Ça passe vite. Ouais, abonnez-vous, on vous fait plein de bisous, et prenez soin de vous surtout. À la prochaine. Ciao ciao.